Bismillahirrahmanirrahim. Chère étudiante, chers étudiants, après avoir vu et le champ d'application de la TVA et son fait générateur, on passe au troisième chapitre intitulé Les entreprises partiellement assujetties à la TVA. Il s'agit des entreprises qui exercent plusieurs activités, celles qui sont assujetties à la taxe, c'est-à-dire qui sont imposables, celles qui sont exonérées avec droit à déduction, celles qui sont exonérées sans droit à déduction, sont toutefois oubliées les activités qui sont situées carrément en dehors du champ d'application de la TVA. Ces entreprises ne peuvent pas déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé l'ensemble de leurs achats de biens et services pour la simple raison, parmi les activités exercées, on trouve celles qui n'ont pas droit à la récupération ou bien à la déduction de la TVA et celles qui sont hors champ de la taxe. Dans ce cas, il faut calculer un pourcentage, un rapport, un prorata qui donne droit à la récupération de la TVA, sachant que l'entreprise ou bien le contribuable exerce plusieurs activités et parmi ces activités, on trouve celles qui ne donnent pas droit à la récupération de la TVA. Donc il est nécessaire, puisque le contribuable n'a pas droit d'opérer une récupération totale, de calculer le pourcentage qui lui ouvre droit, qui lui donne droit à la récupération de la taxe. Pour concrétiser ce que je viens de dire, prenons un exemple, un grossiste qui commercialise deux produits dans un même local, la farine qui est exonérée de la TVA et le thé qui est imposable est soumis au taux de 14%. Si durant l'exercice précédent, c'est-à-dire N-1, il a réalisé 4 millions de dirhams de chiffre d'affaires de thé et 6 millions de dirhams comme chiffre d'affaires concernant la farine, il ne peut pas récupérer en N la totalité de la TVA ayant grevé ses charges et ses immobilisations. Pourquoi? Parce que parmi les produits commercialisés par ce grossiste, on trouve la farine. Or, la farine est exonérée de la TVA. C'est pourquoi il y a lieu de calculer un pourcentage, un prorata de déduction ou bien de récupération sur la base faire N-1, c'est-à-dire du chiffre d'affaires réalisé pendant l'année précédente. Comment? Eh bien, on prend le chiffre d'affaires correspondant au thé, qui est un produit imposable, divisé sur le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires correspondant au thé, c'est-à-dire 4 millions de dirhams, plus le chiffre d'affaires qui correspond à la farine, c'est-à-dire 6 millions de dirhams, ce qui nous donne un pourcentage égal à 40%. L'interprétation, parce que le calcul est nécessaire, mais il est malheureusement insuffisant, il faut interpréter, il faut analyser et donner une signification au résultat trouvé. 40% signifie qu'uniquement, seulement 40% de l'activité exercée par ce grossiste lui ouvre droit à la récupération de la TVA. Alors, donc, selon l'article 104 du Code général des impôts, lorsque un assujetti réalise
en même temps les opérations taxables, les opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe, sans oublier les opérations exonérées, le montant de la taxe récupérable ou bien remboursable est affecté d'un prorata de récupération calculé comme suit. Bon, il s'agit d'un rapport, donc nous avons un numérateur et un dénominateur. Au numérateur, on prend le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires taxable, au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévue aux articles 92 et 94 du Code général des impôts. Au dénominateur, il faut prendre le montant qui figure au numérateur, augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant des opérations exonérées sans droit à déduction, sans oublier le reste, c'est-à-dire les opérations qui sont hors champ d'application de la TVA. Je répète, pour calculer le prorata de déduction de la taxe, au numérateur, on prend le chiffre d'affaires taxable TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction TTC, plus le chiffre d'affaires calculé selon le régime suspensif de la TVA TTC, alors qu'au dénominateur, on prend le numérateur déjà calculé, plus le chiffre d'affaires exonéré, mais cette fois-ci sans droit à déduction de la taxe, plus finalement le chiffre d'affaires qui est carrément hors champ de la taxe. Pour illustrer le cas particulier du prorata de déduction, prenons l'exemple d'une entreprise de papeterie dont le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est ventilé comme suit. Le chiffre d'affaires des opérations taxables à 20% s'élève à 3 890 400 dirhams hors taxe, alors que le chiffre d'affaires des opérations toujours taxables, mais cette fois-ci à 7%, s'élève à 1 199 470 dirhams hors taxe. Le chiffre d'affaires des opérations exonérées sans droit à déduction quant à lui est égal à 1 429 967 dirhams. Les exportations d'articles normalement taxés à 20% s'élèvent à 525 000 dirhams hors taxe, et finalement la location nue de locaux a drainé un chiffre égal à 7 710 dirhams. Sachant que toutes les ventes sont encaissées par chèque ou virement bancaire, calculer le prorata à appliquer en 2019. Pourquoi 2019? Parce que, comme j'ai déjà avancé, le prorata concernant ou bien à prendre en considération pendant l'année N est calculé sur la base des éléments de l'année N-1. Alors je passe au corrigé, il suffit d'appliquer la règle, de calculer le rapport, parce que le prorata est un rapport, et lorsqu'on parle d'un rapport, nous avons un numérateur et un dénominateur. Au numérateur, comme j'ai déjà avancé, c'est juste un rappel, on prend le chiffre d'affaires taxable TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction TTC, sans oublier le chiffre d'affaires réalisé
concernant le régime suspensif de la TVA, TTC, diviser le tout, divisé sur le numérateur, augmenter ou bien plus le reste du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires exonéré, mais cette fois-ci sans droit à déduction de la TVA, sans oublier finalement le chiffre d'affaires qui est carrément hors champ d'application de la TVA. Alors, on calcule le prorata concernant l'année 2019, on trouve un pourcentage égal à 82,07%. Quelle est la signification? Je l'ai dit, je le répète, le résultat ou bien le calcul est nécessaire, mais il est insuffisant. Encore faut-il l'interpréter. Donc il faut un commentaire, il faut donner sa signification et son interprétation. Alors 82% signifie, comme prorata bien sûr, signifie que seulement 82% des opérations réalisées par cette société, cette entreprise, lui donnent droit à la récupération de la TVA. Alors, après avoir vu le prorata de déduction, donc nous avons dans ce cadre essayé de répondre à des questions. Par exemple, quand est-ce qu'on calcule le prorata? Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, celles taxables, celles exonérées avec droit à déduction, celles exonérées sans droit à déduction, et aussi celles hors champ d'application de la TVA. Comment calculer le prorata? Puisqu'il s'agit d'un rapport, nous avons un numérateur et un dénominateur. Au niveau du numérateur, on prend le chiffre d'affaires taxable TTC plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction TTC. Au niveau du dénominateur, il faut prendre le numérateur déjà calculé plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction et le chiffre d'affaires hors champ d'application de la taxe. Et finalement, nous avons aussi vu l'interprétation du prorata. Il s'agit tout simplement du pourcentage qui donne ou bien qui ouvre droit à la récupération de la TVA. Passons maintenant à un autre point très important, à savoir les cas de régularisation de la TVA. Il s'agit des cas particuliers qui imposent une régularisation de la TVA déjà ou bien récupérée initialement. On peut, dans ce cadre, énumérer quatre cas principaux. Un, lorsqu'il y a un changement ou bien une variation du prorata de déduction. C'est-à-dire lorsque, au cours de la période de 5 ans, suivant la date d'acquisition des biens, le prorata de déduction pour l'une de ces 5 années se révèle supérieur de plus de 5 centièmes, je dis bien plus de 5 centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer une déduction complémentaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une augmentation du prorata, parce que qui dit variation du prorata dit soit une augmentation, soit une diminution. Donc lorsqu'il y a une augmentation de plus de 5 points, de plus de 5 centièmes, l'entreprise opère une déduction complémentaire, puisque le prorata de déduction a enregistré une augmentation. Or, lorsqu'il s'agit d'une diminution de plus de 5 points ou bien de 5 centièmes, les entreprises doivent opérer un reversement d'une partie de la taxe, récupérée initialement. Ce reversement est égal au cinquième, c'est-à-dire 1 sur 5, au cinquième de la différence entre la déduction opérée initialement et la déduction effectivement calculée
sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée. Pour concrétiser en quelque sorte ce que je viens de dire, prenons l'exemple d'une entreprise qui a acheté en 2015 un matériel grevé d'une TVA de 100 000 dirhams. Le prorata de l'année 2015 est de 70%. Les proratas varient par la suite comme suit. En 2016, le prorata a enregistré une diminution en passant de 70% à 60%. En 2017, le prorata, cette fois-ci, a connu une augmentation en passant de 70% à 73%. En 2018, le prorata a encore une fois enregistré une diminution en passant de 70% à 66%, alors qu'en 2019, l'entreprise a abandonné carrément l'activité sans droit à déduction. Alors, ce qui est demandé, c'est d'opérer, d'effectuer les régularisations nécessaires suite aux variations du prorata de déduction en prenant comme base, comme référence, l'année 2015 et le prorata, bien sûr, appliqué en 2015, à savoir 70%. Alors, dans ce cas, quelles sont les régularisations qui s'imposent? Je commence par l'année 2016. Cette année a connu une diminution du prorata de 10 centièmes. Une diminution qui dépasse les 5 centièmes. Donc, il y a lieu de faire un reversement à l'État qui est égal au 1/5 de la différence entre la TVA récupérable selon l'ancien prorata, c'est-à-dire le prorata correspondant ou bien appliqué pendant l'année 2015, et la TVA récupérable calculée sur la base du nouveau prorata, celui de 2016. Ce qui donne un chiffre égal à 2000 dirhams. Donc l'entreprise doit reverser à l'État une partie de la TVA récupérée initialement lors de l'achat de l'immobilisation, ce remboursement égal à 2000 dirhams. Alors, en 2017, le prorata a bien sûr changé. Il a donc enregistré une augmentation de 3 centièmes, inférieure à 5 centièmes, donc pas de régularisation. Nous avons déjà précisé que la régularisation doit avoir lieu lorsque la variation dépasse 5 points, c'est-à-dire 5 centièmes. De même, en 2018, le prorata a enregistré une baisse, mais uniquement de 4 centièmes. Donc, aucune régularisation ne s'impose. En 2019, l'entreprise a abandonné l'activité sans droit à déduction. Du coup, le prorata est de 100%. Dans ce cas, il bénéficie d'une déduction complémentaire, puisqu'il s'agit d'une augmentation du prorata, égale au 1/5 de la différence entre la TVA récupérable selon le nouveau prorata et la TVA récupérable sur la base de l'ancien prorata, ce qui donne un chiffre égal à 6000 dirhams, c'est-à-dire une déduction complémentaire qui s'élève à 6000 dirhams. Le deuxième cas qui nécessite ou bien qui impose une régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés, selon l'article 104 du Code général des impôts,
et le défaut de conservation. Donc c'est une régularisation pour défaut de conservation pendant un délai de 10 ans à partir du 1er janvier 2017, parce qu'avant 2017 c'était 5 ans, c'était un délai de 5 ans, mais à partir du 1er janvier 2017, le délai a été revu à la hausse en passant de 5 ans à 10 ans. Des biens déductibles inscrits dans un compte d'immobilisation s'effectuent comme suit. Donc le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre des dits biens, diminué d'un dixième par année aux fractions d'années écoulées depuis la date d'acquisition de ces biens. Donc lorsqu'il y a une cession d'une immobilisation avant un délai de 10 ans, la régularisation s'impose. Comment? En reversant à l'État une partie de la TVA initialement récupérée. Comment? Ou bien proportionnellement au nombre d'années ou de fractions d'années restantes. Passons maintenant à une simulation de la taxation des biens immeubles pour illustrer ce cas de régularisation pour défaut de conservation. Et prenons comme exemple une immobilisation acquise en avril 2014 et cédée en juillet 2016. Le prix d'acquisition de cette immobilisation égale à 1 million de dirhams. Selon l'ancien régime, c'est-à-dire avant 2017, selon l'ancien régime, le délai de conservation était égal à 5 ans. Puisque cette immobilisation a été cédée en 2016, donc le délai non respecté égale à 2 ans. Donc on prend dans ce cas le prix d'acquisition qui est égal à 1 million de dirhams fois 20% pour avoir la TVA, c'est-à-dire 200 000 dirhams, fois le nombre de fractions d'années restantes, c'est-à-dire fois 2 sur 5, ce qui nous donne un chiffre égal à 80 000 dirhams, puisque le délai non respecté égale à 2 ans. Nous avons 2014, 2015, 2016. Donc il reste 2 fractions d'années. 2 fractions d'années. Donc c'est pourquoi on prend la TVA déjà récupérée au moment de l'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire en 2014. Le montant de la TVA égale à 200 000 dirhams. Il faut reverser à l'État une partie de 200 000 dirhams correspondant au nombre de fractions d'années restantes, c'est-à-dire 2 ans. On prend 200 000 fois 2 sur 5, ce qui donne un chiffre égal à 80 000 dirhams. Ça, c'est l'ancien régime. Alors, pour le nouveau régime, c'est-à-dire pour le délai de conservation de 10 ans, on prend toujours la TVA récupérée initialement, c'est-à-dire en amont, lors de l'acquisition de l'immobilisation, à savoir 200 000 dirhams, fois le délai non respecté. Dans ce cas, il s'agit de 5 ans. Donc nous avons 2014, 2016, 2015 pardon, et 2016. Donc pour atteindre les 10 ans, il nous reste 7 ans. Donc si on prend 200 000 fois 7 sur 10, on trouve un chiffre égal à combien? À 140 000 dirhams. Vous voyez que l'ancien régime est plus avantageux pour l'entreprise. Parce que selon l'ancien régime, l'entreprise doit reverser à l'État une TVA, un montant de la TVA égal à 80 000. Alors que selon ce nouveau régime, c'est-à-dire le délai de 10 ans, l'entreprise doit reverser à l'État un montant de la TVA égal à 140 000 dirhams. Vous voyez clairement
que l'ancien régime est plus avantageux pour l'entreprise. Voilà. Avant de passer au remboursement de la TVA, il est quand même nécessaire de citer les autres cas de régularisation de la TVA. Il s'agit d'une facture d'avoir lorsqu'il y a le retour de biens. Dans ce cas, il faut régulariser, il faut reverser à l'État une partie de la TVA récupérée initialement correspondant aux biens restitués, aux biens rendus aux fournisseurs. Le quatrième cas qui nécessite une régularisation, c'est le cas de la disparition non justifiée d'un élément d'actif. Lorsqu'il y a disparition non justifiée d'un élément d'actif, il faut régulariser la TVA récupérée initialement en reversant à l'État le montant de la TVA calculé sur la base du prix d'acquisition du bien disparu. Voilà donc les 4 principaux cas de régularisation de la TVA. Je récapitule. Il s'agit d'une variation du prorata de déduction qui dépasse 5 centièmes, soit une augmentation. Dans ce cas, il faut, ou bien l'entreprise opère une déduction complémentaire, soit une diminution, et dans ce cas, l'entreprise doit reverser à l'État une partie de la TVA récupérée en amont, c'est-à-dire lors de l'acquisition de l'immobilisation. Deuxième cas qui nécessite ou bien qui impose la régularisation de la TVA, il s'agit d'une cession avant 10 ans, c'est-à-dire d'un défaut de conservation d'un bien immeuble pendant 10 ans. Et la régularisation se fait proportionnellement au nombre de fractions d'années restantes. Troisième cas qui nécessite la régularisation, c'est le retour de biens, le retour de marchandises, c'est-à-dire lorsqu'il y a une facture à voir, et finalement, le quatrième et dernier cas, lorsqu'il y a une disparition non justifiée d'un élément d'actif. Passons au remboursement de la TVA. Dans ce cadre, si les produits d'une entreprise sont exonérés de la taxe et que ces achats ouvrent droit à la récupération de la TVA à raison de la taxe acquittée en amont, il peut demander à l'État le remboursement de la taxe non déduite. Alors, quels sont les bénéficiaires du droit au remboursement? Il s'agit surtout des opérations exonérées effectivement avec droit à déduction. Il s'agit aussi des opérations réalisées sur le régime suspensif que nous avons déjà vu et qui concerne surtout les entreprises exportatrices, et aussi lorsqu'il s'agit d'une cessation d'activité taxable. Pour bénéficier de ce remboursement, il faut adresser à l'État une demande qui doit être déposée à la fin de chaque trimestre de l'année au titre des opérations réalisées au cours des trimestres écoulés, sans pour autant dépasser l'année suivante pour lequel le remboursement est demandé. Exemple, pour le premier trimestre 2017, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, la demande doit être déposée au plus tard le mois de mars 2018. Voilà. Après avoir vu le remboursement de la TVA, on passe à une autre situation particulière, à savoir le butoir de la TVA. Quand est-ce qu'on a un butoir de la TVA? Lorsque, tout simplement, la TVA est en rouge d'une manière continue et permanente. Autrement dit, lorsque la TVA récupérable
est supérieur à la TVA facturée, ce qui donne un crédit de TVA d'une manière permanente. Dans ce cas, on parle de butoir. Alors, question, quels sont les facteurs qui peuvent être à l'origine d'une situation du butoir? Pour répondre à cette question, on peut donner comme facteur, par exemple, la différence de taux. C'est-à-dire, nous avons les taux de la TVA récupérable qui sont supérieurs aux taux de la TVA facturée. Je peux donner l'exemple de la société des autoroutes au Maroc. Le taux appliqué a enregistré, bien sûr pour le payage de l'autoroute, a enregistré une augmentation en passant de 10 à 20%, justement pour corriger ce butoir de TVA. Nous avons aussi comme origine la faiblesse de la valeur ajoutée, sans oublier d'autres situations exceptionnelles qui peuvent donner une situation de butoir, notamment la période de démarrage d'une entreprise caractérisée par une absence de vente, une abondance des investissements, aussi une opération importante d'achat et de stockage de matières premières lorsqu'il s'agit des entreprises saisonnières, par exemple. Alors, question, quelles sont les solutions du butoir? Pour répondre à cette question, on peut citer entre autres la procédure du remboursement comme solution, la procédure d'achat de matières premières, de marchandises et d'emballage est récupérable en suspension de la taxe.